Dames en heren, mesdames et messieurs, chers amis, beste vrienden, collega's, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir au Palais des Beaux-Arts pour une soirée un peu spéciale. Il ne s'agit pas seulement d'une conférence dans notre série des conférences internationales, mais également d'une ouverture d'une exposition et d'une ouverture d'une deuxième édition d'une biennale qui n'est pas seulement une exposition, mais toute une série d'événements autour du paysage. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, mais je vais directement céder la parole à Madame la Ministre pour ouvrir cette deuxième édition de la biennale. Et après, je reprendrai la parole pour dire un peu plus, peut-être aussi après la conférence de Georges Descombes. Madame la Ministre. Bonsoir à toutes et tous. Je voudrais tout d'abord remercier Beaux-Arts et Paul Dujardin de nous accueillir ici pour cette conférence inaugurale de la Biennale du paysage urbain bruxellois. C'est une initiative que j'ai souhaité prendre il y a maintenant 3 ans comme ministre de l'Environnement, considérant que le paysage était très absent de toute une série de discussions, certainement politiques, mais aussi de réflexions plus structurées au niveau de Bruxelles. La première biennale a vu le jour en 2016 et vous êtes ici pour la seconde édition. Pourquoi ? Parce que j'ai la conviction que notre quotidien est fait de paysages, des paysages qu'on parcourt parfois dans l'indifférence, tous les jours pour se rendre à notre travail, qu'on peut parcourir seul ou en famille durant les week-ends, au cours des balades, qui sont extrêmement diversifiés et qui sont en réalité le reflet de notre ville-région. Et donc, il me semblait intéressant de pouvoir prendre le temps, à Bruxelles aussi, de se pencher sur cette réflexion de ce qu'est le paysage urbain bruxellois. De laatste jaren zijn heel wat studies over het landschap uitgevoerd, die helaas enkel voor een publiek van ingewijden toegankelijk zijn. Et donc, de nombreuses études ont été réalisées. Bruxelles Environnement, qui est ma fabuleuse administration, y a certainement aussi en grande partie contribué, mais c'était essentiellement un travail pour les initiés. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir partager ce travail avec toute une série d'experts qui sont présents ici ce soir, parce que les Bruxellois méritent de connaître leur paysage, mais aussi les visiteurs. Quand un visiteur étranger découvre Bruxelles, il le fait souvent très intuitivement. Il fait des comparaisons immédiates avec d'autres grandes villes en Europe et il est souvent frappé par un manque d'homogénéité de l'architecture. Et je crois que plus le visiteur va s'attarder dans Bruxelles, va parcourir toute une série de paysages, plus il va tomber sur ce qu'on peut appeler le charme bruxellois. Et le charme bruxellois, je pense sincèrement que c'est une conjonction de toute une série d'éléments, certainement du minéral, du végétal, des volumes, des perspectives. Et donc c'est le paysage qui en grande partie a façonné évidemment les dessins de Bruxelles aujourd'hui. Je me suis rendu compte parallèlement au lancement de la première biennale 2016, en travaillant comme ministre de l'eau aussi sur la méconnaissance qui était la nôtre sur la présence de l'eau à Bruxelles, qui était vue très régulièrement comme une contrainte et absolument pas comme une opportunité. Les journées bruxelloises de l'eau ont démarré il y a 3 ans, elles ont connu un succès croissant. Et donc, nous travaillons sur toute une série de projets pour remettre l'eau en valeur à Bruxelles. Alors, vous connaissez évidemment le projet de remettre la Seine à ciel ouvert, de pouvoir la mettre en valeur dans ses parcours. Il y a des projets concrets aussi qui ont vu le jour, de parcs le long de la Seine, au boulevard Patzem, de nouveaux espaces aussi au nord de Bruxelles. Il y a la remise à ciel ouvert d'ailleurs de la Seine au niveau du parc Maximilien. Mais Bruxelles, ce n'est pas que la Seine, même si elle est très emblématique, elle fait souvent l'objet de plus d'études, de plus d'attention. Bruxelles, c'est une multitude de petits cours d'eau. C'est le Molenbeek, c'est la Oulu, c'est le Nerpede, Beek, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc, il me semblait essentiel de pouvoir croiser les thématiques du paysage et forcément de l'eau, et de consacrer cette biennale 2018 au thème de l'eau dans la ville. C'était de faire connaître un patrimoine bruxellois à un plus large public, certainement les Bruxellois, mais les visiteurs étrangers, et de porter un regard différent
sur la manière dont l'eau peut modeler une ville au fil des siècles, au fil de son histoire, et comment l'architecture forcément est influencée par la présence de l'eau. Et donc j'ai demandé, en travaillant ici depuis plus d'1 an et demi sur cette 2e édition, à toute une série de bureaux d'étudier plus spécifiquement les vallées. Le Geulitzbeek à Forêt et à Uccle, le Molenbeek, le Malbeek, et donc je salue la présence des différents chefs de projet de bureaux qui ont étudié ces vallées. Laurent Mirs pour JNC, Thierry Kanji pour Tactique, Basmet pour le bureau qui porte son nom, et Marco Ranzetto pour Latitude, et Joachim de Clercq du bureau architecture Workroom, qui est le curateur de cette biennale, et je l'en remercie. Mon souhait était aussi de faire connaître à l'étranger les particularités de notre capitale par rapport à son architecture, par rapport à son paysage, et de créer du lien. Et c'est ainsi qu'il nous a semblé assez évident de faire un lien avec Bordeaux au cours de cette biennale-ci. Et puis, dernière chose importante, c'est de faire connaître chez nous, au-delà de nos frontières aussi, tous les métiers. Les métiers qui vont façonner le paysage. Alors vous êtes des spécialistes très probablement du paysage, de l'architecture, mais j'ai eu très envie aussi de pouvoir partager toute la diversité de ces métiers avec des plus jeunes générations, des urbanistes, des architectes paysagistes, mais aussi ceux qui travaillent au quotidien à la préservation de ces espaces verts à Bruxelles, c'est-à-dire les jardiniers, les gardiens de parc de Bruxelles Environnement, les balayeurs de rue. Et donc, il y a toute une série de manifestations maintenant qui vont s'écouler à partir de ce soir et dans les jours qui viennent. Alors, nous ouvrons la biennale par la conférence de Georges Descombes et je le remercie de bien vouloir nous accorder ce temps. Demain, ici même, sous l'organisation de la Fédération bruxelloise de l'urbanisme, il y aura un symposium de la biennale qui va se tenir d'ailleurs dans la salle Horta des Beaux-Arts et qui sera un moment fort. Alors, pourquoi ? Het is toegankelijk voor al degenen die bij het landschap in Brussel betrokken zijn. Politici, ambtenaren, leerkrachten, professionals, burgers, studenten. En de sprekers zullen zowel uit België als uit het buitenland komen. Deuxième chose aussi, c'est l'exposition, qui a fait l'objet d'un travail profond, réfléchi par tous les acteurs qui ont accompagné cette 2e édition, je les remercie encore, qui a démarré ce soir et qui va se tenir jusqu'au 11 novembre ici aux Beaux-Arts. J'espère que vous aurez le temps de la découvrir dans les jours qui viennent. Elle va présenter une réflexion en matière de paysage de 4 bureaux qui s'attachent chacun à une vallée au niveau de Bruxelles. Le 22 septembre, des balades vont être organisées et menées par des personnalités proches des lieux qui sont parcourus. Et enfin, ce dimanche, c'est l'édition de Jardin en fête à Bruxelles, à l'initiative du CIVA, puisque là, les publics seront invités à visiter gratuitement des jardins privés d'exception sur le territoire de Bruxelles et en lien, évidemment, avec la thématique de l'eau. Je voudrais juste terminer, pour ne pas être trop longue, parce que vous attendez certainement les propos du conférencier, par des remerciements qui ne sont certainement pas fins, parce que le jour où vous avez une idée comme ministre de lancer une biennale du paysage urbain bruxellois, certains s'en étonnent en se disant mais tiens, est-ce qu'on va réussir d'abord à aboutir une première édition, et ça a été le cas, mais surtout de pérenniser ceci, et j'appelle très sincèrement celui ou celle qui exercera ma fonction, si ce n'est pas moi, dans plusieurs mois, à ne jamais oublier que c'était un succès et que c'était quelque chose d'indispensable par rapport à Bruxelles. Et donc j'espère que tous ceux qui ont participé à cette émulation collective maintenant depuis plus de 3 ans à Bruxelles continueront à travailler ensemble parce que c'est fondamental pour la région de Bruxelles-Capitale. Donc merci à la Fédération bruxelloise de l'urbanisme, Guillaume van der Waar, son équipe. Merci aux Beaux-Arts, très sincèrement, Paul Dujardin, tous ceux qui l'accompagnent, au bureau d'études, à Bruxelles Environnement et à tous les services aussi de mon cabinet. Je voudrais remercier Eric Manès et Stéphane Van Huysberg qui travaillent d'arrache-pied depuis des années à suivre mes rêves les plus fous, aussi comme ministre, pour développer effectivement des événements comme ceux-ci qui n'existaient pas et qui me semblent avoir une réelle légitimité à Bruxelles. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Madame la Ministre, encore une fois aussi pour avoir pris l'initiative d'organiser cette biennale
d'architecture du paysage. La conférence de Georges Descombes constitue la clé d'entrée de la seconde édition de la Brussels Urban Landscape Biennial, BULP. L'occasion de mettre en avant une culture et une méthodologie opérationnelle paysagère et territoriale singulière, questionnant notamment la mémoire morphologique d'un fragment de territoire, le sens d'un lieu et enfin l'usage de l'eau comme allusion à un dispositif passé. Dans bon nombre de ces projets, Georges Descombes réinvente le sens du lieu en décrivant ce qui est présent et ce qui n'est plus. C'est par le biais d'une sensibilité topographique que ces projets paysagers cherchent à traduire avec le plus de force le sentiment de perte et de disparition. Georges Descombes vit et travaille à Genève. Après des études à Genève, Zurich et Londres, à l'Architectural Association Graduate School, il a enseigné à l'Institut d'architecture de l'Université de Genève, dont il a cofondé le programme d'enseignement du paysage, et à l'Institut Berlage à Amsterdam, professeur invité à la Graduate School of Design de Harvard et à l'Université de Virginie. Georges Descombes est un conférencier reconnu tant en Europe qu'aux États-Unis, et le moment est venu de l'inviter sur le podium. Georges, merci beaucoup d'être parmi nous. Nous sommes très honorés de vous avoir ici ce soir pour cette conférence d'entrée de BULP. C'est moi qui suis honoré. Madame la ministre, merci. Tous les organisateurs. J'ai suivi avec intérêt le parcours à travers l'exposition. Je me rends bien compte que ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un projet de très longue durée. Le concours a été gagné il y a presque 20 ans. Mais ce sont les mêmes problèmes. Alors, je vais entrer immédiatement dans le sujet. Cette vue du territoire genevois, on peut la lire d'une certaine manière. C'est intéressant de voir du reste que c'est une photo noir et blanc, donc qui, souvent, lorsqu'on photographie le paysage en noir et blanc, quelque chose de plus apparent apparaît, disons, saute aux yeux. Ici, on a bien une composante morphologique donnée, la morphologie donnée du monde, et puis une plaine devant, en bas de la montagne, qui vous montre bien que tout paysage est un paysage culturel. Bien sûr, comme disait Jim Harrison, « How the water goes is how the earth is shaped ». C'est bien la forme, le passage de l'eau qui définit une grande partie de la forme des paysages. Toutefois, ce sont des paysages culturels. Je vais développer toute cette conférence justement sur cette... qu'il ne faudrait pas oublier que cette terre a été cultivée, c'est une plaine agricole, depuis des millénaires. Il y a aussi ce pointer, il ne marche pas, mais c'est pas grave. Il y a une ligne de peupliers, et cette ligne droite qui traverse la photographie, elle est indicatrice du projet que je vais vous développer. Le paysage est marqué par cette ligne sur laquelle va se fonder le projet. J'arrive pas. Bon, l'analyse dans l'introduction, Ivan a dit, Strauban, que je m'intéresse à ce qui a été quelque chose comme ça, qui était déjà là. Hein, c'est paradoxal, mais c'est toujours une torsion de ce qui est déjà là et qui ne peut se continuer qu'à travers une série de transformations. Alors il est bon, des fois, à partir des cartes historiques, on travaille autant sur les cartes historiques que sur le site, in situ ou hors du site. Et ces dessins sont des reconstitutions imaginaires, pas imaginaires, mais des possibilités d'un état du paysage il y a, disons, 100 ans. Et puis, à un moment donné, dans les années 20 du dernier siècle,
on voit bien qu'une modification radicale de ce paysage traditionnel qui était fait justement marqué par l'eau, les petits ruisseaux, les haies, les modulations, tout ceci a été, disons, aplati, drainé. 400 km de drains ont été posés à peu près dans la région que je vous ai montrée. Et ensuite, la rivière en haut, cette rivière R qui va faire l'objet de la discussion, de cette conversation, elle a été court-circuitée par un canal. Donc voici une autre image qui est aussi interprète, dans le fond, ce changement entre ce paysage complexe, divers, et puis cette sorte de changement radical où apparaissent quand même, perdure cette ligne du canal, apparaît cette ligne du canal par les peupliers. Je vous montre ces dessins parce que moi, j'utilise absolument ce moyen de notation, de réflexion, de pensée qu'est le dessin. C'est une sorte de choix photographique. Oui, bien sûr, je fais des photos, mais le dessin est immédiatement un choix dans ce qu'on voit. Ce canal, il a été construit pendant 60 ans avec des moyens, comme vous voyez dans la photo à droite, c'était des chômeurs dans les années 20, après la crise de 29. Ce sont des travaux d'utilité publique. Et on peut dire que ce canal est une pure merveille d'ingénierie, dont une partie, sans doute les murs de béton et les chutes, donc ces chutes qui, tous les 400 mètres, brisent l'énergie de l'eau du canal, sont sans doute l'œuvre, en tout cas sûrement pour certaines, de l'ingénieur Robert Maillard, qui est un des grands ingénieurs suisses. Donc on a sur cette portion de territoire, je vais revenir sur ce canal, donc je ne vous explique pas tout, mais vous voyez, ce canal, il est il est très beau, on peut dire ça simplement, mais c'est un désastre biologique, naturellement, puisqu'il n'y a pas d'échange ce n'est plus un cours d'eau, et il n'y a pas d'échange avec les terrains, ni sur les côtés, ni en sous-sol. Donc il est un peu mort, il est même tout à fait mort. C'est un bassin versant près de Genève, donc c'est un bassin versant d'une centaine de kilomètres carrés. Et cet canal, c'est une rivière, il a un régime torrentiel. C'est qu'on a du reste, on a beaucoup de problèmes avec beaucoup d'eau, mais on a aussi beaucoup de problèmes avec un manque d'eau. Et parfois, c'est très violent. Donc, environ en 2000, le Conseil d'État, enfin nos ministres, on appelle ça des conseillers d'État chez nous, ont décidé de faire un concours pour remédier à ce dont vous avez parlé dans l'exposition, c'est-à-dire d'obtenir un système plus naturel, de reconstituer l'écosystème de la rivière de manière à la fois à nourrir les terres et les sous-sols, les eaux souterraines, et aussi assurer du même coup des possibles débordements, donc de maîtriser les crues. Parce que ce canal, il a été construit pour maîtriser, pour garantir les terres agricoles dans cette région contre les inondations. Ce qui a parfaitement marché. Et évidemment, il faudrait se méfier de juger trop sévèrement ceux qui ont fait ça, en faisant pas mal d'anachronismes, parce que le rendement de l'agriculture à ce moment, la nécessité de nourrir les gens, n'était pas du tout les mêmes que ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Mais évidemment, on peut dire que ce canal qui a tout à fait préservé la région contre les crues, il n'a fait qu'envoyer le problème plus bas. Ça, c'est ce qu'on appelle, si on fait un canal, on va inonder en aval. Et aujourd'hui, la nouvelle philosophie, celle que naturellement est présente tout au long de l'expo, c'est de partager la crue, de se la répartir, donc de la stabiliser. Un concours a été lancé avec implicitement l'idée que vous allez démolir ce canal, qui n'est pas naturel, parce que chaque fois qu'on voit une ligne droite dans le paysage, c'est considéré comme non naturel. Et l'idée était, on remet l'idée implicite du programme, vous remettez la rivière dans ses anciens méandres.
Nous avons pris une position différente en disant, attendez, c'est un paysage culturel, il y a le canal, et plutôt que de remettre la rivière dans ses anciens méandres, nous allons translater la rivière parallèlement à ce canal, en respectant l'amplitude des anciens méandres, mais en venant sur les terres agricoles. Naturellement, vous imaginez les conséquences ou les résistances ou les réticences des milieux agricoles, qui ont simplement un peu oublié qu'eux-mêmes sont venus sur les territoires de la rivière. Et donc c'est une espèce d'aller-retour. En gardant ainsi, en donnant, enfin, la clé de toute revitalisation d'un écosystème de la rivière, c'est de donner plus d'espace à la rivière. Si vous ouvrez la rivière, elle était confinée dans un trapèze, disons dans une dimension d'environ 15 mètres de large, et là on lui a donné, disons 100 mètres, au concours 200 mètres de large. À partir du moment où vous faites ça, voilà une planche du concours, donc le canal transformé, je reviendrai là-dessus, plus ce nouvel espace donné à la rivière. C'est un peu ce que je vois dans l'exposition. C'est toujours la même idée. On va laisser aller la rivière, ça fertilisera les sols. Sur le canal, on a tout de suite dit que nous allions faire de ce canal une suite de jardins. Voilà le plan général, c'est environ 10 km de longueur. Et ce dessin schématique montre qu'une rivière n'est pas, c'est comme un arbre il n'y a pas que le tronc, il y a tout le feuillage, tout l'arborescence. Et une rivière aussi il faut tenir compte aussi de toutes les latéralités de ce cours d'eau pour agir sur le changement. Un des problèmes qui se pose ici, on voit une planche, c'est comment on peut dessiner une rivière? Comment on peut construire une rivière? Quelle forme lui donner? Ces planches du concours montrent l'hésitation. Le pire, ça c'est encore une planche, vous voyez bien que c'est un chevelu indéterminé. La rivière sera à peu près ici. Il y a plusieurs manières de faire différemment. Les ingénieurs ont des méthodes, des calculations qui peuvent vous donner en fonction de la pente, du volume d'eau, quelle sera la courbe, le sinusoïdal, etc., l'amplitude. C'est un modèle, disons, technico-scientifique. Les paysagistes, en général, ils ont un autre modèle culturaliste, disons culturel, qui ressemble à une belle rivière anglaise, mais avec des vaches. Et puis voilà, on a chacun un horizon de référence. Et puis les paysagistes, les ingénieurs construisent ça en dur, en général, parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Et les paysagistes le font, je parle des mauvais, naturellement, pas de vous. Les paysagistes font ça avec du béton vert, comme on dit, c'est-à-dire des plantes, etc. Mais toujours avec cette idée que ce serait mieux que la rivière garde la forme qu'on lui a donnée. Et puis à la première crue, la rivière balaye tout ça, paysagiste ou ingénieur, et fait ce qu'elle veut. Et c'est en général beaucoup mieux. Donc, la meilleure méthode, à notre avis, c'était simplement d'enlever dans l'espace de liberté, le nouvel espace de liberté accordé à la rivière, d'enlever l'humus, enfin la terre arable, sur environ, disons, 80 cm. Et puis, on laisse aller l'eau dedans. Et la rivière adore faire son propre lit. C'est la meilleure co-designer qu'on peut imaginer. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'eau. La rivière creuse, donne sa forme. La morphogenèse est liée à l'activité puissante de la rivière. Donc elle dessine, si on veut, elle construit son lit dans les périodes de crue. Et évidemment, nous, on est tombé sur un été assez sec, et donc beaucoup de critiques nous ont été faites en disant qu'il fallait justement faire une rivière avec des creux, des riffles and pools, et que les poissons n'étaient pas contents, surtout les gens de la pêche. Donc, pour une deuxième étape,
on s'est penché sur ce problème. Comment ne pas donner de forme et pourtant aider la rivière à se construire. Il y a une philosophe française, Catherine Larère, qui a, je crois, donné une très bonne définition de ce qui se passe lorsqu'on travaille avec des éléments naturels, l'eau ou autre chose. C'est que quand on construit une machine, on fait les choses. C'est donc, il y a le faire, une machine, quelque chose de technique. Quand on travaille avec la terre, avec l'eau, on fait avec. C'est très différent. Il faut faire avec. On est obligé de collaborer avec la rivière. Donc on a cherché une forme de collaboration et un peu par hasard, c'est-à-dire les hasards de la culture, tu lis quelque chose et ça te donne une idée. On sera un peu discuté. Je suis tombé sur le terme de percolation. C'était avant que porosité vienne sur le devant de la scène. Mais la percolation, c'est le café, quoi. C'est la définition approximative, enfin qui me suffit. C'est le passage d'un liquide dans un milieu poreux. Et on a vu que les scientifiques, lorsqu'ils font ces études sur la percolation, ils utilisent des formes, des matrices, en général un peu hexagonales, qui, dans le fond, c'est comme ces jeux avec des clous et on laisse tomber une bille, on ne sait pas où elle va passer. On s'est dit qu'il fallait peut-être creuser un système diagrammatique de la rivière en lui laissant le choix. Donc on l'aidait en creusant, mais on évitait que la forme vienne trop vite, ce qui peut ressembler à une grimace de rivière finalement. C'est comme si on souriait toujours une rivière qui n'a qu'une forme. Elle bouge, les rivières. Et la première maquette qu'on a faite, c'était avec ce qu'on avait sous la main en Suisse, naturellement. Mais on aurait pu faire ça en Belgique. Et puis on a utilisé ça. On a vu que finalement, ça pourrait peut-être être intéressant. Et évidemment, après, on a travaillé sur une définition de cette matrice. Le carré de chocolat n'est pas bon, c'est plutôt un losange. On a été beaucoup aidé par des travaux de Prégogine et de sa collègue à l'Université libre qui ont travaillé beaucoup sur Isabelle Stengers, sur les formes dissipatives ou de dissociation. Je vous en reparlerai après. Donc on a étudié comme ça rapidement des modèles. Et puis on a réussi à convaincre tous ceux qui étaient décidés. Le premier, on a envoyé des mails, enfin des dessins à nos collègues qui ont dit la première réaction, bon, cette fois ils sont vraiment perdu la tête. Et puis après, ils ont dit après tout, comme ces projets, je le dis, ils sont financés sur des fonds particuliers qui viennent dans le fond des centrales électriques qui utilisent la force de l'eau, des cours d'eau, et qui mettent 10 millions par année à Genève pour la restauration de l'écosystème des rivières. Et ensuite, la Confédération suisse nous a financé jusqu'à 60%, soit pour l'amélioration sécurité, même les assurances privées ont financé le projet qui coûte environ 80 millions d'euros. Donc ils nous ont acceptés dans le sens que, après tout, ils n'étaient pas non plus satisfaits par cette idée qu'on allait donner une forme trop rapidement à la rivière. Et ils ont dit, vous pouvez essayer cette histoire. Donc on a enlevé de nouveau, comme dans le premier cas, on a décapé sur la terre. Puis ensuite on a dessiné sur 1,5 km environ. Et puis on y est allé creuser. Donc, et c'était une sorte de labourage. Hein. On était vraiment comme des paysans, une nouvelle fois, dans cette plaine. Et ça a donné cette matrice énorme sur ce kilomètre, comme ça, qui était destinée à préparer, à aider la rivière, à travailler avec la rivière. Après, alors le ciel nous a salués en disant « Allez-y les gars ». Et puis on a ouvert l'eau, et là on s'est dit qu'on aurait l'air très malin si la rivière avait le mauvais esprit de choisir un canal et de passer tout droit. Mais non, elle s'est conformée à nous. Et très vite, on a pu voir ce qui se passait avec ce que Stengers disait. C'est-à-dire que la pointe de l'érosion se fait latéralement.
de côté. La pointe, c'est ce qui reste. Et puis, ça tourbillonne. On peut regarder les dessins de Léonard de Vinci. Et c'est cette érosion qui est tout à fait... Et très vite, alors là, ça, c'était la surprise, c'était que on a eu 3 surprises. Une, c'est parce qu'on a pensé à cette mise en forme de la rivière avant tout, mais on n'avait pas pensé à une autre chose, c'est que ces rivières, pour différentes raisons, des barrages en amont, manquent de sédiments. Et ce sont les sédiments, les graviers qui sont dans l'eau, qui sont en fait... qui érodent la rivière plus facilement. Or, ces îles qu'on gardait sont des réserves de sédiments, ce qui était très utile, et vous voyez qu'ils se sont simplement déplacés. Et puis ensuite, on a économisé énormément, parce que lorsqu'on doit enlever toute la couche sur toute la largeur, évidemment, ça fait des milliers de mètres cubes à enlever. C'est doublement idiot, parce qu'on doit les exporter, ça coûte cher, c'est pas tellement bon au point de vue écologique. Et ensuite, ce sont des matériaux qui manquent à la fin. Et donc, on a eu la bonne surprise d'une accélération du processus de morphogenèse, avec pas beaucoup plus d'eau que l'année d'avant, mais là, vraiment une irruption extraordinaire de puits profonds, de zones en gravier. Et là, nous, évidemment, comme c'est une expérience, on la monitore, on la surveille de très près avec tout ce qu'on peut utiliser maintenant comme technologie, et on voit bien que très vite, la rivière se forme. Et ça, tu ne peux pas le dessiner. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que plus la grille de départ est apparemment rigide, plus on donne de liberté à la rivière. C'est beaucoup plus. Cette rivière-là, elle est beaucoup plus surprenante que n'importe quel dessin que j'aurais pu faire pour lui donner un contour pittoresque, sans parler de l'impossibilité pratique de mettre en place des systèmes comme ça, parce que c'est vraiment une érosion dépôt, donc ce sont des transferts de matériaux, etc. Les plus difficiles à convaincre étaient nos propres ingénieurs. Heureusement, on a travaillé à ingénieurs hydrauliciens qui nous ont parlé de délire chocolatier, que tout allait se balancer en aval, que tous les graviers partiraient. Et heureusement, on a travaillé avec Matt Condolph, qui est un fluvial géomorphologiste de Berkeley, qui nous a soutenus et qui a été l'expert que la Confédération suisse a. Il a dit « It's an intriguing proposition. Allez-y. » Bon. Ça, c'est une image, encore une fois, pour vous dire que ce bébé de la rivière, on le suit avec non seulement les photos aériennes, les drones, et tout, mais aussi toutes les possibilités des lasers maintenant sur place, la géologie, les sédiments, etc. Autrement, ça n'a pas tellement de sens de faire une expérience si on ne regarde pas comment elle évolue. Voilà. Maintenant, cette vue du projet, 2 ans après peut-être. Et là, on voit la dualité du projet, c'est-à-dire que la rivière, on lui a donné un espace. Elle a trouvé une forme. Elle évolue, bien entendu. À chaque crue, elle change. Et le canal est resté transformé. Pourquoi ce canal est resté transformé? Eh bien, je pense que vous l'avez dit soit, Madame la Ministre, vous en avez parlé, de cette nécessité de parler avec tous ceux qui sont concernés, à tous les services, mais aussi les citoyens. C'est-à-dire que ce que nous, on cherche à faire, ce ne doit pas être une recherche privée. Elle doit être mise en commun, parce qu'on vit des temps très difficiles. Et je crois qu'il faut compter sur les forces de tout le monde pour des changements. Et que, dans le fond, ce que l'on doit faire, c'est préparer un peu la scène des débats. On ne peut pas dire on va discuter de n'importe comment, on va parler, etc. Non, il faut une organisation, une sorte de constituante des changements. Il faut des règles, un peu pour la rivière. Et nous, on a dit, ce qui se passe dans ce territoire genevois, c'est une sorte de grand laboratoire à ciel ouvert. Ce qu'on essaye de faire,
bien ou mal, on verra, c'est d'améliorer, c'est les mêmes buts de vous, plus de lutter contre l'imperméabilisation des sols, mais aussi cette rivière a des capacités de filtration, d'épuration des eaux, parce que les eaux claires de la rue, elles sont pires que les eaux, elles n'ont peut-être pas de matériaux organiques, encore qu'il y a pas mal de chiens, et donc on a beaucoup de plomb, d'huile, de carburant, etc. Donc quand on parle d'eau claire, c'est un peu discutable. Donc il faut absolument qu'on ait des moments comme ça, des espaces suffisamment larges. Ce sont des centrales d'épuration naturelles. Et cet élément linéaire du canal, nous l'avons appelé un jardin linéaire ou une suite de jardins. Alors ça, nous, on insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a une sorte de réticence. Moi, j'ai vécu ça aussi en France quand on enseignait, ce mot jardin qui tout de suite taxé d'une sorte de timidité ou de conservatisme ou de privatisation. Si on revient, dans le fond, c'est possible que le mot jardin ait pris cette tournure dans l'usage privatisé, hyper privatisé. Mais il ne faut pas changer de mot, il faut lutter pour redonner aux mots leur vraie valeur. Et là, si on se souvient, sans aller trop loin, de ce que rappelait le théoricien du paysage John Dixon Hunt, c'est qu'il y a 3 natures, celle que j'avais montrée, la montagne, la morphologie, le donné du monde. Ensuite, il y a les hommes qui, pour survivre, pas pour faire pour survivre, ont modifié ce monde. Et puis à la Renaissance, il y a des gens qui ont dit, oui, mais il y a une 3e nature. Cette terza natura, c'est le jardin. Et le jardin, c'est un résumé du monde où se joue, où s'exprime, où se représentent les relations d'une culture, d'un moment d'une civilisation, entre le donné du monde et la manière de le travailler. Donc nous, en donnant à ce canal le terme jardin, on voulait lui donner toutes les composantes du jardin, qui sont celles du plaisir, de la beauté, du calme peut-être, mais aussi de la connaissance, de l'expérimentation et du risque. Donc c'est une scène publique offerte, un belvédère offert à la population pour voir ce que ces gens sont en train de faire avec cette rivière. Donc le canal qui avait 3 mètres de profondeur, on l'a comblé et on a laissé simplement l'empreinte du canal, et puis certaines chutes. Et on en a fait un long espace public avec... on ne peut pas être plus classique que nous. On a trouvé des pergolas, Est-ce que certains paysagistes, là je crois que c'est Bassmet, qui parlaient de cette manière de retenir, même sur 1 millimètre, sur une très petite profondeur, l'eau, je vais vous montrer ça. Donc c'est une longue variation sur ce kilomètre, enfin sur ces 10 kilomètres presque, où les éléments donnés du paysage existant sont transformés en un observatoire de quelque chose qui se passe et qui concerne tous. C'est très grand, donc ce n'est jamais très crowdy. Il y a une sorte de gentillesse, et ça, pour moi, on y tient. Alors, ça dépend beaucoup, et là, en termes de design, je reviendrai, mais c'est sur la disposition du mobilier urbain. Il y a de plus en plus d'agressivité dans le monde, dans l'espace public. C'est un milieu très difficile. Mais je partage ce que vous avez dit, Madame la Ministre, c'est que quand on se promène, par exemple, à la rue des Flandres, on trouve une gentillesse et un charme que je connais peu de villes qui sont comme ça. Mais vous connaissez tous ces sièges où on ne peut plus se coucher dans les métros parce qu'il ne faut pas que les pauvres puissent s'allonger, etc. Donc on a une sorte d'antagonisme comme ça, une sorte de rigidification du monde. Et nous, on a lutté là contre avec des éléments très classiques, des pergolas, tout. La seule chose, c'est qu'on a peut-être exagéré, intensifié les dimensions. Peut-être que les tables sont très longues. Si vous mettez une petite table, une table normale, dans le paysage, elle a vraiment l'air perdue. Si vous mettez une table de 12 mètres, vous voyez, même un papa avec ses enfants,
il n'est pas perdu sur ce coin de table. Et quand ils sont 80, ça marche aussi. Donc il y a une sorte d'hospitalité qu'on a cherché. S'il y avait un terme que je voudrais mettre en avant, c'est essayons d'être plus hospitaliers. Ça vaut pour beaucoup d'autres domaines. Vous voyez ces tables, elles sont des appels à s'asseour. Ici, on a des jeux d'enfants, donc c'est une table plus basse, celle qui est dans l'arrière-plan, elle est très basse. Et derrière, ce sont des buts, je reviendrai là-dessus. Donc, ce sont des jeux d'enfants, des jeux de sable déguisés. Depuis oui, ça c'est pas très important, mais simplement, il y a ce terme qu'on emploie, le paysage emprunté. C'était quand vous êtes dans ce canal, il y a aussi un jeu sur les lointains. Donc c'est ça, japonais ou chinois, on peut augmenter, faire fuir votre jardin, les limites du jardin jusqu'aux Alpes. Là. Ce qui nous a, entre autres, ces buts, nous ont aussi économisé beaucoup d'évacuation de terre. À d'autres endroits, ici, c'est simplement un organisme, c'est une digue qui contrôle, parce que cette perméabilité des sols, cette gestion de l'eau dans ce domaine est aussi faite pour protéger le cœur de Genève. C'est-à-dire que, oui, vous avez raison, il faut que les villes soient plus perméables, mais il faut faire attention qu'il n'y a pas trop d'eau. Il faut aussi que ça se passe en amont, partout. On ne peut pas résoudre le problème des villes si, dans la campagne, nous avons des campagnes maintenant où on construit, enfin, on produit beaucoup de gazon. Ça se fait sur des films de plastique avec 4-3 cm de sable. Le coefficient d'imperméabilité, il est parfait. Donc, on a des campagnes qui n'absorbent aucune flotte. Donc, on a des endroits de sécurité, des digues qui laissent passer un certain quantité d'eau qui garantit la sécurité du centre de Genève. Et à l'intérieur de ces digues, on a ici des retenues d'eau, parce qu'il y a très peu d'eau par moment en été, par exemple. Et si vous n'avez pas ces barrages, dans le fond, ces barrages retiennent l'eau, même autrement, vous auriez un filet d'eau au milieu de cet espace de la rivière, tandis que là, on le retient, ce sont des sortes de mares successives qui sont très valables pour les batraciens, pour les poissons et pour les gens. Et alors à ce moment, justement, ce jardin ou ces lieux, disons, de l'hospitalité et de la compréhension de ce qu'on va... Parce que si on veut que le monde, qu'on ait plus d'eau, qu'on gère l'eau, qu'on ait plus de jardins, c'est aussi pour des raisons... Moi, je me méfie qu'il y a une sorte de nouveau fonctionnalisme maintenant qui fait que tout devient process dans les jardins aux États-Unis. Mais le jardin est vraiment un paysage culturel. Enfin, le paysage est vraiment aussi un paysage culturel. Et ce paysage est plein de récits, plein de souvenirs, plein de possibilités extrêmement importantes pour une vie humaine, pour une sensibilité, pour une santé. Et dans le fond, ces plateformes ici, ce sont comme des roches, parce que le long d'une rivière, vous trouvez des roches. Et ces roches, elles sont en surplomb pour que justement on vienne jusqu'au bord de l'eau, qu'un petit enfant vienne, sente l'eau, touche l'eau, écoute l'eau. Le paysage n'est pas seulement à voir, il est aussi à humer, à toucher. Et ce sont des espèces d'attracteurs qui... Alors je ne veux pas insister, mais vous voyez bien que toutes ces gestions de l'eau peuvent... On retrouve une panoplie d'effets, de miroirs, on en a parlé dans l'exposition, qui sont des ravissements. Je voudrais aussi insister sur cet aspect de la mémoire du territoire ou de ce qu'un territoire recèle de l'histoire des hommes. Ici, on a une route, un pont, vous voyez quoi. Et il y avait un ancien pont, donc parce que évidemment, quand la rivière avait un méandre, le pont était... Et le problème, c'est que vous voyez cette rivière R, ça c'est une carte de Dufour de 1815 peut-être.
Et ce village de Confignon, qui est à peu près à 200 mètres de Mont-Canal, c'est là où Jean-Jacques Rousseau, quand il avait 17 ans, il a fui Genève. Et dans les Confessions, il raconte qu'à Confignon, le curé de Confignon l'a reçu pour une nuit et l'a envoyé à Annecy chez Madame de Warens. Et c'est le début de l'aventure de la vie de Rousseau. C'est difficile pour un paysagiste de dire, bon, il y a Rousseau. Quand on sait l'importance dans le sublime, dans le retournement de l'attitude envers les éléments naturels, tout le rôle qu'a joué Rousseau, de dire je m'occupe uniquement de la flotte et Rousseau, ça ne marche pas pour moi. À mon avis, on ne va pas loin avec ça. On va un peu plus loin, mais on ne va pas assez loin, disons. Et l'autre question, c'est quand on a trouvé ces ruines, donc du pont, on avait des restes du pont, qu'en faire? C'est pas facile de... Alors là, on est en plein composition de design, et on a trouvé une toile de Rodin, et on l'a copiée, vous voyez les ruines qui sont devant, on l'a transposée. C'est pour dire que, je ne veux pas faire une thèse là-dessus, simplement que le dessin, ou chaque occasion dans le projet, fait allusion à quelque chose qui tourne autour de Rousseau, de la peinture, du paysage, et que ce n'est pas des choses qu'on peut balayer lorsqu'on est paysagiste. Je veux dire, moi, je ne suis pas le SAMU du monde. Je n'ai pas envie que, je ne sais pas, on n'est pas les urgentistes. On est aussi les urgentistes, mais le paysage est plus complexe que simplement une sorte de machine à épurer la flotte. Il se trouve que Rousseau, je ne savais pas, alors j'avais un problème, c'est qu'est-ce que je fais? Je mets un écriteau, Rousseau est passé par là quand il avait 17 ans, pas tellement, pas terrible, ou je fais rien. Et à un moment donné, j'ai lu, ou relu, comme on dit, quelques ouvrages de Rousseau, les promenades, les rêveries du promeneur solitaire, la Nouvelle Héloïse ou les Confessions, et j'ai noté chaque fois qu'il parle de paysage. Et il est devenu mon client. Il aime les ruines, il aime les tables, il aime les bancs sous les arbres, il aime les fontaines, il aime les rivières, il aime les cerises. Bon, on a mis tout ça. Et puis, il y a une anecdote, c'est qu'à un moment donné, quand il a 17 ans, il se promène, il va vers Grenoble, il se fait dépasser par 2 ravissantes cavalières, et puis, à un moment donné, ces cavalières n'osent pas traverser une rivière. Bon, ça tombe bien. Et Rousseau vient, les aide, et puis il passe comme ça le cours d'eau, et puis ces jeunes femmes lui disent venez chez nous, et puis ils mangent, et ils boivent un verre, et ensuite ils vont manger des cerises. Et là, Rousseau cueille les cerises, et puis il y a une anecdote c'est dans les Confessions, une des bouquets de cerises tombe entre les seins de cette femme. Évidemment, il avait 17 ans, imaginez-les moi. Et nous, voilà, à droite, là, on a planté un verger de cerises. Donc on a un paysage à la Rousseau, je ne vais pas insister trop là-dessus, mais vous voyez, quand les enfants viennent ici, ils jouent au milieu de ruines de Rousseau. Et la retenue de ne pas écrire quoi que ce soit, je l'ai trouvé comme excuse, comme justification dans les écrits même de Rousseau, où il dit « Je déteste ceux qui me parlent de l'utilitarisme du jardin, ou des plantes plutôt, parce qu'il aimait beaucoup herboriser. » Il disait « Je suis malade », il était complètement hypochondriaque. Il dit « Je vais à la campagne voir des fleurs pour oublier mes maladies. Alors ne me dites pas que la camomille, ça va me soulager du foie, parce que vous me renvoyez à ma maladie. » Et ensuite, il avait une autre hésitation, c'est qu'il dit « Je trouve assez comique ces gens qui veulent absolument connaître ou manifester qu'ils connaissent le nom latin des plantes. » Vous connaissez tous ça. Et il dit, dans le fond, ces gens, ils ne voient que ce qui ne se voit pas. Ils oublient de voir la plante. C'est-à-dire que le nom latin devient un filtre devant la beauté, la sensualité, la présence de la chose. C'est dangereux. Hein? Du coup, on était bien assuré que Rousseau nous aurait accepté notre choix, c'est-à-dire de construire, de reconstruire, de mettre sur pied un lieu
où on retrouvait tout ce qu'il aimait. Et dans le fond, les gens viennent là. Ils sont sous les arbres. Évidemment, ils aiment, on a mis une fontaine, évidemment. Ils aiment ces ruines, les enfants jouent là-dessus. Donc on peut dire qu'ils sont fidèles à ce que Rousseau a aimé. Et qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux que de laisser d'autres, plus tard, aimer ce que ce type a aimé. Vous voyez comme ils jouent, les gamins, dans les ruines. J'ai encore 2 minutes. On a une fontaine, vous voyez ici, très particulière. Vous la voyez peut-être derrière le gamin, là. C'est une fontaine qui a été faite d'abord pour un parc à Paris, puis ensuite, ici, c'est à Batiam, près de Tel Aviv, pour une biennale, aussi une biennale de paysage, hein, il y a 7-8 ans. Lorsqu'on a fait ce parc à Paris, dont je ne vous montrerai pas de photos, parce que je veux me concentrer sur cet objet. Il y avait un conflit avec un paysagiste, Corageau, qui voulait lui mettre une fontaine du 19e siècle, tranquille, il disait ça marche très bien, c'est son fontaine Bayard. Et moi, j'avais un espèce de... Je cherche une cohérence dans le design. Je crois que l'architecture, fût-elle de paysage, nécessite une cohérence, comme un écrivain, je sais pas, n'importe quoi. C'est pas possible d'avoir une sorte, ou alors de le faire exprès, d'avoir des formes de collage à la Guéry, mais en tout cas, ce n'était pas notre vocabulaire. Donc, nous avons cherché au bureau une fontaine moderne, contemporaine plutôt, et ça ne marchait pas du tout. C'était un peu en biais, un peu, si on copiait Barcelone, ça se mettait en biais, c'était tout ça assez ridicule. Jusqu'au moment où on s'est dit, si on n'arrive pas à trouver une fontaine, c'est qu'on n'a pas assez de contraintes. On est trop libre. Donc, tout le parc était comme tout ce qu'on fait maintenant, pour les personnes à accessibilité aussi, pour les personnes à mobilité réduite. Et je me suis aperçu très vite que cette fontaine Bayard n'était pas du tout pratique pour quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant. Donc, on a voulu faire une fontaine très pratique pour les gens avec un fauteuil roulant. Et c'est toujours la même chose si vous avez étudié ces dispositifs pour les personnes handicapées. Il y a toujours une sorte de table. Ils adorent mettre les genoux, une cuisine, lavabo, on met les genoux dessous et après on s'assoit. Donc on a fait un collage d'une fontaine et d'une table. On appelle ça une fontable. Vous savez, j'ai montré ça une fois à Harvard et justement quelqu'un qui était d'Israël a dit, bon, hier soir, j'ai parlé de cette fontable. Et quelqu'un qui était handicapé a pleuré en écoutant ça, parce qu'il a dit, ce qui est bien dans ce truc, c'est que vous créez un objet ou un dispositif qui ne nous isole pas encore plus. Parce que quand vous faites un objet qui est dédié uniquement à handicapés, vous le mettez encore plus dans une cage, enfin, un peu à côté. Il y a relativement peu d'handicapés qui utilisent cette fontable, mais moi j'ai toujours pensé, mais pourquoi il n'y a pas une table à côté de chaque fontaine? Vous avez un bouquin, un bébé, un appareil de photo, c'est quand même assez pratique, non? Donc, et ça, Francis Strauven est là. Aldo Van Eyck, j'ai appris ça de lui, il disait, si vous faites quelque chose pour les plus fragiles, vous donnerez assez fragile, mais vous donnerez à l'ensemble des autres quelque chose de plus. Et donc, cette idée que souvent les architectes disent « Oh, on ne va pas mettre des rampes partout parce qu'on ne peut plus faire nos escaliers », c'était totalement... S'occuper, et là aussi, quand on parle d'hospitalité, s'occuper des gens les plus fragiles. Et je finirai avec les enfants. Que ce soit des personnes âgées, des personnes handicapées ou des enfants, c'est ouvrir l'imaginaire du monde pour tous, pas seulement pour eux. Et vous voyez, ces gamins, ils ne sont pas handicapés, mais ils utilisent cette fontaine très bien. Le casque, tout. Et voilà, c'est monsieur... C'est pas Michel Foucault, hein, mais ça pourrait être... Et vous voyez, comme j'étais avec Peter Walker, je lui ai dit, ils ont visité ça, je lui ai dit, tu verras, il n'y a pas de handicapés. Et on est tombé. Je n'avais pas fait exprès. J'étais assez touché par cette photo.
Et puis voilà, Monsieur Delanoë, quand on a fait le parc, il nous a, Delanoë peut-être pas directement lui, mais certains de ses services en disant, vous allez surtout pas mettre cette fontaine parce que les SDF vont venir laver leur linge. Et alors? Et alors? Et ça, c'est l'occupation des migrants à Paris, qui sont tous venus dans la cour du Maroc. Et moi, j'étais très heureux de voir que c'était bien de mettre ce petit truc pour le baquet, que c'était pas si mal finalement. Ça, c'était le projet. Et vous voyez que les enfants, ils utilisent ça formidablement. La dernière chose que je voudrais montrer, c'est les jeux d'enfants. Ça, c'est une chose qui me tient à cœur, et dans le sens que je déteste ces jeux préfabriqués qui sont une espèce de maladie actuelle, liée à un manque de courage, à des effets commerciaux, tout un lobbying des jeux d'enfants stupides, d'éléphants roses. Ils sont souvent dangereux, assez stupides, ça ressemble un peu à des trucs, des exercices paramilitaires, ils font les mêmes gestes, puisqu'ils montent une petite échelle, il faut que la maman soit derrière, parce que sinon ils se tuent, et puis ils vont dans un glissoire. Et vous voyez ici, ce gamin, il risque rien. Ça, c'est Noguchi et Louis Kahn qui ont inventé. Ils disaient il faut que l'enfant puisse monter, prendre des risques, mais puisse avoir des sensations, mais sans risque. Et ça, ils ont inventé ces topographies. Et c'est ce qu'on propose justement pour le matériel quai. Je suis très heureux de voir qu'il paraît que les gens sont assez enthousiastes de ça. Et ça, c'est donc le long de la Seine, dont on a beaucoup parlé. Et vous voyez comment les enfants, ici, ça sur une échelle préfabriquée en aluminium avec une glissière en inox, il n'y aura jamais ces positions. Ils montent et ils se glissent, et là, c'est comme une sorte d'automatisme. Et là, au contraire, il y a une sorte de monde qui est offert. Ces enfants, ils interprètent cette topographie. Winnicott, nous, on travaille beaucoup aussi avec Bart van Gassen qui m'aide beaucoup, on collabore ensemble. Je finirai par là. Winnicott dit un enfant, il faut accepter. Winnicott était un homme pédiatre et psychanalyste, mais je m'excuse, vous le savez sans doute. Il a donné naissance à 60 000 bébés, dit-il. Mais lui-même n'a jamais eu d'enfant. Mais il a eu cette phrase magnifique, il dit « Je n'ai pas eu d'enfant, mais par contre, contrairement à beaucoup de parents, je n'ai jamais oublié que j'avais été un enfant. » Et il dit « Il faut accepter ce paradoxe qu'un enfant crée un objet parce que cet objet existe déjà. C'est-à-dire un enfant trouve un morceau de bois et il dit c'est un sabre ou c'est un cheval. Il ne peut pas faire le cheval s'il n'y a pas le morceau de bois. Mais il le transforme. Et ces topographies, parce que ce morceau de bois, c'est une œuvre ouverte. Tu peux faire ce que tu veux avec. Et les jeux fabriqués, ce sont des œuvres fermées. Et c'est absolument, vraiment dramatique. On peut imaginer, parce que nous, enfin ma génération, on a joué sans ces saloperies de jeux, et on a inventé avec des clous, on a pris des risques, etc. Et là, cette espèce de réduction dès l'enfance, je crois que ça fait aussi... Parce que nous, paysagistes, on doit faire des jeux d'enfants, non? On est confronté à ça. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh, écoutez, on met du sable et puis ils mettront ce qu'ils veulent, parce qu'on on a perdu le combat, ou on a abandonné. Parce que c'est très difficile avec certaines habitudes, alors la sécurité, évidemment. Mais ces jeux-là sont absolument sûrs. Personne ne peut nous dire que ce n'est pas sûr. Et il y a cette topographie qui laisse tellement de parcours possibles, tellement d'imaginaire. Les gens viennent là. Vous savez, le jeu de sable, je crois que c'est très difficile d'inventer quelque chose de mieux qu'un jeu de sable. Il faut certaines précautions, etc. Mais voilà, je crois que j'ai une dernière image. Voilà, j'aime bien ces petits gamins et je me dis qu'il a l'air tellement concentré que je voudrais qu'on dise que moi je suis aussi concentré que ce petit bonhomme. Merci.